Nous allons d'abord écouter Christelle Loussoir, archiviste diocésain du diocèse de Quimper et Léon, sur les procès en béatification de Don Michel. Je vous donne la parole pour une demi-heure. Les procès de béatification de Michel de Noblesse, bien qu'il y ait eu un début d'enquête au XVIIIe siècle, ont principalement lieu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En 1913, le décret d'héroïcité des vertus est proclamé, et depuis cette date, la dernière étape pour obtenir la béatification reste à franchir, celle d'un miracle qui serait reconnu par Rome. Donc, le dernier vice-postulateur nommé pour la cause de Michel de Noblesse rend sa charge en 1972. Et depuis, c'est la chancellerie de l'évêché de Quimper et plus dernièrement le délégué épiscopal à la cause des saints qui veille aux possibles avancées de la cause. Les procès ayant été construits par le diocèse de Quimper et Léon, ce sont les archives diocésaines de Quimper qui conservent les doubles des procès-verbaux des sessions et les documents annexes envoyés à Rome. Elle conserve également pour la cause de Michel de Noblesse, et c'est le seul cas parmi les causes instruites dans le diocèse, les correspondances des vice-postulateurs locaux qui offrent une mine de renseignements sur le travail de recherche opéré pour la préparation et l'organisation des procès. Donc, je ne suis pas canoniste, donc cette présentation se veut avant tout historique. Je présenterai d'abord le contexte historique de la cause et ses débuts, puis les étapes des procès. Et enfin, je profiterai de la richesse épistolaire pour présenter les qualités et le travail des vice-postulateurs, chevilles ouvrières de ces procès. L'instruction de la cause de Michel de Noblesse apparaît dans une période de stimulation des procès de béatification des saints locaux. 3 figures diocésaines, si l'on peut dire, en tout cas bretonnes, vont être mises en avant à peu près au même moment. Michel de Noblesse, Julien Maunoir, et une figure plus ancienne, Jean d'Iscalcéat, franciscain du XIVe siècle, plus connu sous le nom de Santigdu, et particulièrement prié dans la région de Quimper. Bien que la cause de Julien Maunoir, la plus ancienne, soit introduite en 1875, c'est particulièrement sous l'épiscopat de Monseigneur Lamarche, entre 1887 et 1892, que s'organisent les procès des 3 serviteurs de Dieu, Julien Maunoir, Michel de Noblesse et Santigdu. Entre 1889 et 1892, soit sur 3 ans, l'évêché de Quimper va être le siège de 117 sessions de tribunaux canoniques institués pour ces 3 causes. On note à cette époque un vrai intérêt pour ce qui tourne autour de la Bretagne et des saints bretons. Hier, Georges Provost nous parlait d'un renouveau de la géographie bretonne à partir des années 1840. C'est l'époque aussi de la publication de la première revue Feysa Braise entre 1865 et 1884. Et sous l'épiscopat de Monseigneur Lamarche, le chanoine Thomas appuie le projet de la rédaction d'un nouveau propre diocésain, le dernier datant de 1835. Et ce nouveau propre se devrait d'être plus documenté sur les saints locaux, à l'instar des autres diocèses bretons. En effet, le chanoine Thomas prend appui sur les diocèses de Rennes, Vannes et Saint-Brieuc, qui revoient également à cette période leur propre. Il juge que le propre diocésain actuel de Quimper, je le cite, renferme les plus étranges lacunes en ce qui concerne les saints du diocèse, des lacunes presque aussi regrettables relativement au sein des autres diocèses bretons. Fin de citation. Dans la correspondance des vice-postulateurs, dans la période qui précède l'introduction de la cause de Michel de Noblesse à Rome, donc les années 1880-1890, la cause de Michel de Noblesse est souvent présentée comme, je cite, la cause pour laquelle tout vrai breton doit avoir un si grand intérêt, ou une cause si chère à tout cœur breton. C'est le père Lejeune, spiritain de l'abbaye de Langonette, qui démarre l'étude de la cause. Dans une lettre au père Bleuzen, donc jésuite et auteur d'une biographie de Michel de Noblesse en 1879, il explique sa dévotion au père Maunoir. Donc le père Lejeune se rend en pèlerinage chaque année depuis 1847 à Plévin, lieu de sépulture de Julien Maunoir. Et je le cite, « Si même je me suis permis d'entreprendre quelque chose pour Don Michel, c'est ma dévotion au révérend père Maunoir qui en a été la cause. » En effet, pour le père Lejeune, les 2 missionnaires sanctifiés dans les mêmes travaux
devrait recevoir les mêmes honneurs. Or, citation à nouveau, le révérend père Maunoir a déjà pour lui Monseigneur de Saint-Brieuc, qui a décidé de faire de cette cause l'objectif de son épiscopat. Il a toute votre sainte compagnie, il a déjà sa cause introduite et par conséquent la vénérabilité. Donc le père Lejeune commence ses recherches pour la cause de Michel de Noblesse et reçoit rapidement l'enthousiasme de certains confrères du diocèse de Quimper et du diocèse de Vannes. Mais l'enthousiasme n'est pas contagieux du côté de l'évêque de Quimper, à l'époque Monseigneur Nouvel. Celui-ci, en 1885, met en avant un manque d'argent pour se lancer dans le procès. Il a avant tout besoin de financer les écoles et les séminaires. Donc, le père Lejeune, soutenu par les prêtres romains avec qui il avait commencé à travailler pour la cause, décide de continuer son travail de recherche et de créer un petit pécule en attendant des jours meilleurs. Donc il voit plusieurs fois l'évêque de Quimper et finalement en 1886 réussit à convaincre Monseigneur Nouvel de présenter la cause à son clergé lors des retraites ecclésiastiques. Mais premier coup du sort, quelques mois plus tard, Monseigneur Nouvel décède le 1er juin 1887. Il faut attendre le nouvel évêque avec toutes les incertitudes qui pèsent sur les poursuites de la cause à peine amorcée. C'est l'abbé Linguinou, futur successeur du père Lejeune au poste de vice-postulateur et qui dès le départ est très présent dans les recherches sur Michel de Noblesse, qui partage son pessimisme quant à la nomination de Monseigneur Lamarche. Je le cite. « Quel accueil fera le nouvel évêque à la cause de Michel de Noblesse ? Je vous assure que je ne suis pas trop rassurée à cet égard, ni pour ma situation de prêtre mêlé à la politique et aux œuvres d'école. C'est un Parisien. Enfin, allons toujours jusqu'à voir, sauf à rentrer dans le rang si on en reçoit l'ordre. » Le père Lejeune, grâce à l'intervention du chanoine Peyron, donc secrétaire à l'évêché et tout acquis à la cause de Michel de Noblesse, donc le père Lejeune obtient, dès l'arrivée de Monseigneur Lamarche en janvier 1888, une audience. Et il trouve cette fois un écho positif à sa demande, puisque bien que parisien, Monseigneur Lamarche avait déjà lu, alors qu'il était au grand séminaire de Saint-Sulpice, une biographie de Michel de Noblesse, donc probablement celle du père Vergès. Donc c'est ainsi que Monseigneur Lamarche profite de son voyage à Rome en avril, donc 3 mois plus tard, à l'occasion du jubilé sacerdotal de Léon XIII, pour demander une audience particulière au souverain pontife et obtenir l'aval pour le procès informatif. Deuxième coup du sort, le père Lejeune décède avant que la bonne nouvelle n'arrive de Rome. Donc c'est l'abbé Linguinou, prêtre diocésain, vicaire à Landivisio, qui sera nommé aussitôt pour poursuivre son œuvre et organiser le premier procès. Donc les procès de béatification sont composés de plusieurs procès successifs qui étudient différents éléments de la vie et de l'œuvre du serviteur de Dieu. En 12 ans, c'est 5 procès qui seront construits, donc 3 procès diocésains, le procès informatif, le procès de recherche des écrits, le procès de non-culte et les procès apostoliques découpés en procès apostolique sur la réputation de sainteté et le procès sur les vertus et les miracles. Avant d'attaquer ces 5 procès, je veux juste donner quelques mots sur un procès éventuel sous l'Ancien Régime, puisqu'une enquête canonique ou un premier procès a peut-être eu lieu au XVIIIe siècle, dans le diocèse de Léon, mais peu de preuves nous sont parvenues pour en témoigner. En fait, la source unique provient du texte inscrit sur le cercueil de plomb, recueillant les restes du corps de Michel de Noblesse, qui a été mis en place en 1701. Alors, Monseigneur Pierre de Nevoux de la Brousse, évêque de Léon, fait tirer les ossements de Michel de Noblesse de sa sépulture dans la chapelle de l'Au-Christ pour les mettre dans un cercueil de plomb. Le texte du cercueil nous informe sur l'aspect canonique en lien avec Rome, je cite, « le tout ayant été préalablement communiqué à la congrégation des rites ». La correspondance des vice-postulateurs des années 87-89 montre les efforts pour retrouver ces documents dans les archives vaticanes. Demande réitérée à la congrégation des rites, rétribution d'archiviste, déplacement du vice-postulateur, mais sans succès. Le promoteur de la foi, rencontré par l'abbé Linguinou en décembre 1888, est pessimiste. Je cite une lettre de l'abbé Linguinou au chanoine Peyron. « En voyant la photographie du tombeau, le prélat m'a répondu, comme le secrétaire de la congrégation des rites que j'avais vu auparavant, «
Cela suppose un simple avis donné par l'évêque de Léon à la congrégation. Mais on garde seulement les procès et pas les correspondances. On peut imaginer la frustration des acteurs de la cause de ne pas trouver ce document, d'autant qu'à la même époque, des recherches sont également menées à Rome pour la cause de Julien Maunoir. Et les enquêtes canoniques menées par le diocèse de Léon et le diocèse de Saint-Brieuc en 1714 sont retrouvées et copiées pour envoi à l'évêché en 1889. Avant la tenue du procès, le vice-postulateur Linguinou se rend donc à Rome pour rencontrer les acteurs romains de la cause. Donc ces acteurs sont principalement le postulateur romain, l'avocat de la cause et le promoteur de la foi de la congrégation des rites. Donc ces trois prêtres doivent avoir leur résidence principale à Rome et auront en charge les relations avec la congrégation des rites et l'étude de la cause quand les documents préparés à Quimper arrivent à Rome. Entre 1888 et 1890, 47 séances réunissent les membres du tribunal ecclésiastique nommé par Monseigneur Lamarche pour l'information de la cause de Michel Le Noblesse. Il s'agit d'un premier procès informatif organisé par l'ordinaire, donc l'évêque de Quimper et Léon, pour obtenir l'introduction de la cause à Rome. Ce procès est constitué d'interrogatoires de témoins. Ceux-ci ont pour consigne de recueillir précieusement dans leur mémoire et de relater ensuite dans leur déposition tout ce qu'ils auront pu voir personnellement ou entendu dire concernant la vie ou la réputation de sainteté et de miracle du serviteur de Dieu. 52 témoins sont entendus, prêtres, religieuses, hommes et femmes laïques. Bien que le plus grand nombre des sessions a lieu à l'évêché de Quimper, les membres du tribunal ecclésiastique se déplacent au Conquet, à Plouguerneau, à Brest et à Douarnenez pour faciliter l'audition de certains témoins. Parmi les laïcs, on trouve des propriétaires, notamment à Douarnenez, les demoiselles de Kerdanet à l'Esnevin, donc conservatrices des documents de leur père Diane-Louis Mursec de Kerdanet. On trouve également de nombreux cultivateurs, des femmes de pêcheurs, un menuisier, une commerçante, un notaire. Les dépositions se font en breton principalement, quand elles ont lieu à Plouguerneau et à Douarnenez, et autrement en français. Ces auditions sont complétées par divers éléments biographiques de la vie de Michel Le Noblesse, donc les biographies, les copies de pièces d'archives contemporaines à Michel Le Noblesse et l'usage de la photographie pour présenter à Rome les lieux de vie de Michel Le Noblesse, donc les oratoires de Saint-Michel à Plouguerneau, sa dernière maison de Conquet, le manoir familial donc à Plouguerneau à nouveau, et puis un travail de repérage des différents ex-voto réalisés pour les remerciements de son intercession. En 1890, les pièces du procès furent alors mises sous scellé pour être envoyées dans les archives pour être conservées dans les archives diocésaines, et une copie authentique en fut expédiée à Rome. Ce premier procès informatif est complété par deux procès organisés en 1891, le procès sur la recherche des écrits et le procès de non-culte. Donc, le procès sur la recherche des écrits est un procès très court qui débute en janvier 1891 par un amendement de Monseigneur Lamarche demandant de trouver les écrits de Dom Michel. Le travail ayant été principalement déjà fait depuis 1888, le procès ne dure que 3 mois, et c'est à la fin de ce procès que sont envoyées donc à Rome les copies des déclarations et lettres de Michel Le Noblesse, donc rassemblées dans les 5 volumes que vous voyez là, les 5 volumes rouges. Et c'est à ce moment-là aussi que sont envoyées les photographies des cartes, donc les volumes noirs qui suivent les volumes rouges ici. Puis de mars 1891 à décembre 1891 a lieu le procès de non-culte. Donc les 10 témoins déposent alors sur la manière dont s'est organisée la dévotion à Michel Le Noblesse, une dévotion d'ordre privé, c'est-à-dire des demandes d'intercession notamment auprès de son tombeau ou dans les lieux où il a vécu, mais aucun culte public ne lui est rendu. Donc on insiste sur le fait qu'aucun cierge, flambeau ou ex-voto ne sont placés près du tombeau. S'il y a eu un ex-voto à un moment dans une église, il a été retiré assez rapidement. Les images et les reliques ne sont pas exposées à la vénération des fidèles dans les églises. Toutes ces pièces sont à nouveau envoyées à la Sacrée Congrégation des Rites, qui, lorsqu'elle a entre les mains toute pièce nécessaire, peut se prononcer favorablement sur l'introduction de la cause, ce qui a lieu le 6 février 1897.
Donc à partir de ce moment, c'est la congrégation des rites qui se charge du procès. Elle seule a autorité pour poursuivre la cause, et l'ordinaire du diocèse ne peut plus rien. Dans la législation alors en vigueur, le serviteur de Dieu, Michel de Noblesse, reçoit canoniquement le titre de vénérable. La cause est introduite et les procès apostoliques peuvent commencer. Donc, les procès apostoliques se poursuivent aussitôt en 1898. La congrégation des rites envoie pour chacun d'eux des lettres rémissoriales à l'évêque de Quimper. Donc, ces lettres chargent l'évêque de Quimper d'instruire le procès au nom et par l'autorité du Saint-Siège. Il s'agit d'examiner la réputation de sainteté in genere dans un premier temps, c'est-à-dire examiner la réputation de sainteté du vénérable et d'une façon sommaire ses vertus et ses miracles. Puis un deuxième procès étudie la pratique des vertus par le serviteur de Dieu in specie, c'est-à-dire vertu par vertu, ainsi que les guérisons qui lui sont créditées. C'est le procès sur les vertus et les miracles in specie. Donc, le premier procès Super Fama in Genere a lieu d'avril 1898 à septembre 1899. Et après un voyage à Rome de Monseigneur Dubillard en mars 1901, où il rencontre différents acteurs pour la cause des saints, le procès reçoit la solennelle approbation de la congrégation des rites le 12 mars 1901. Aussitôt, le postulateur romain de la cause présente une supplique pour obtenir de nouvelles lettres émissoriales dans le but de faire reprendre et achever le second procès apostolique sur les vertus et les miracles in specie, qui en fait avait été commencé en avance en 1897 et puis suspendu en 1899. Donc ces lettres sont envoyées par Rome dans la foulée aussitôt en printemps 1901 et le tribunal est constitué par Monseigneur Dubillard en juin 1901. Il est composé à peu près des mêmes membres que le tribunal de 1898 du procès Super Fama in Genere et la première partie du procès sur les vertus et les miracles. Au terme de ce second procès apostolique, les membres du tribunal se sont rendus au Conquet, où conformément aux prescriptions de la Sacrée Congrégation des Rites, ils ont procédé le 9 septembre 1902 à l'ouverture du tombeau et à la reconnaissance des ossements de Dom Michel. La chasse et les restes ont été trouvés dans le même état que celui constaté dans le procès verbal de 1855. Donc là, je vais faire un petit aparté sur les restes de Michel de Noblesse qui n'ont pas du tout été laissés tranquilles. Donc il y a une première ouverture donc en 1701 pour mettre les restes du corps dans un cercueil de plomb, on l'a vu. En 1855, Monseigneur Sergent donc, fait ouvrir à nouveau la tombe, puisque l'église de l'Au-Christ menace de tomber en ruine. Donc il faut évacuer, elle va être détruite pour faire place à la nouvelle église paroissiale du Conquet. Donc le tombeau est ouvert, donc notamment c'est Daniel Murcec de Cardanet qui sera le secrétaire en fait du procès verbal, avec les curés de Landerneau, de Brest, de Saint-Renan et de Plouguerneau qui seront présents. Donc entre 1855 et 1857, en attendant la construction de l'église, les restes sont déposés à l'ancienne demeure de Michel de Noblesse au Conquet, devenue chapelle Notre-Dame de Bon Secours. En 1857, les restes sont mis dans la nouvelle église, donc dans le tombeau qu'on connaît aujourd'hui. En 1902, à la fin du procès apostolique, le tombeau est à nouveau ouvert. On aurait pu penser que ça s'arrêtait là, mais en 1970, réorganisation du chœur qui prend davantage de place, donc il faut décaler le tombeau de Michel de Noblesse, donc on l'ouvre à nouveau et voilà. Donc depuis, il est laissé en paix. Donc je reviens sur le déroulement du procès. Donc après cette ouverture du tombeau et la reconnaissance des ossements en septembre 1902, le procès apostolique se termine le 3 octobre 1902 par une séance solennelle où le procès est clos et mis sous scellé. Et à nouveau, l'original est déposé aux archives de l'évêché et une copie authentique envoyée à la congrégation des rites. En 1905, la cause de Dom Michel, donc après le temps normal rigoureusement requis pour la transcription, l'impression, l'examen critique des documents envoyés par le diocèse, est de nouveau appelée devant cette fois-ci la congrégation rotale le 21 novembre 1905. À cette date, la congrégation rotale reconnaît la validité des actes
des procès ordinaires et apostoliques construits à Quimper. Il reste alors à obtenir de la congrégation des rites et du pape la reconnaissance de l'héroïcité des vertus pratiquées et de l'authenticité des miracles attribués à son intercession. Le décret d'héroïcité des vertus est proclamé le 14 décembre 1913 et depuis cette date, la cause attend 2 miracles reconnus par Rome, maintenant un seul miracle puisque la législation a changé. Mais bien que de nombreuses guérisons sont citées dans les témoignages, aussi bien des guérisons au temps de Michel de Noblesse qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, aucune guérison n'a encore constitué un dossier satisfaisant pour Rome. Je vais parler maintenant du dévouement des postulateurs. Donc, la richesse de plusieurs centaines de lettres classées et assemblées par les vice-postulateurs eux-mêmes nous permettent d'entrer dans le travail de ces chevilles ouvrières du procès. Donc, travail, patience et ténacité pour être la devise des vice-postulateurs. Travail, il n'en manque pas pour assembler les moindres pièces d'archives. En lisant l'abbé Linguinou, on peut dire qu'il travaille nuit et jour. Aumônier à Plougastel d'Aoulas, il écrit, je le cite, « La nuit dernière, ayant été réveillé en sursaut par les expéditeurs de fraises et ne pouvant me rendormir, je me suis mis à faire un article pour annoncer les fêtes de Plouguerneau. » Donc il s'agit des fêtes de la bénédiction de l'oratoire Saint-Michel de Plouguerneau en 1891. Pazienza signore, s'entend dire l'abbé Linguinou lors de son premier voyage à Rome dans le cadre de ses nouvelles fonctions de vice-postulateur où il découvre l'organisation de la curie romaine. Ténacité, car nombreuses sont les fois où dans les correspondances apparaît la promesse que la cause pourra être rapide, pourvu qu'elle soit présentée à Rome parfaitement selon les règles. Or, il faut se rappeler que sur les 19e et 20e siècles, la période où se déroule le procès, et la période où se succèdent dans le diocèse les plus petits épiscopats. Donc 5 évêques suivront la cause de 1886 à 1913, et de même 5 vice-postulateurs vont se succéder de 1888 à 1972. Tout comme un chercheur universitaire, le vice-postulateur essaie de remonter les différentes sources et pistes sur la vie du vénérable. Les nombreuses lettres des rabatteurs témoignent bien du travail de réseau que le postulateur met en place pour obtenir des informations sur les différentes familles, les différents couvents pouvant conserver des documents ou des objets du vénérable. Tout est occasion pour le vice-postulateur de parler, d'évoquer sa cause, les dîners, les pèlerinages, les retraites. Le travail de copiste aussi n'est pas à oublier, puisqu'aujourd'hui on profite de la photocopieuse et des appareils numériques, mais là le travail de copie des manuscrits est vraiment important. Donc on utilisait les séminaristes du grand séminaire pour multiplier les copies et pour justement les documents qui étaient trouvés par le vice-postulateur puissent ensuite être envoyés notamment aux 3 curés qui suivaient de près la cause, donc les curés de Douarnenez, du Conquet et de Plouguerneau. Il faut également faire preuve d'inventivité pour fournir le financement de la cause. Les archives des vice-postulateurs témoignent bien de ce souci de la moindre recette. Toutes les dépenses sont indiquées, frais de correspondance, de voyage, de transport, d'imprimerie, de gratification de collaborateurs bénévoles. C'est aux vice-postulateurs de trouver les moyens de leur recette. Images pieuses, biographie, notices imprimées, expositions, souscription officielle lancée par l'évêque, mise en place de troncs dans les chapelles de Saint-Michel à Douarnenez, Notre-Dame du Bon Secours au Conquet ou Saint-Michel à Plouguerneau. Il y a aussi sur le chemin du vice-postulateur la tentation de la facilité. Lors de son voyage à Rome fin 1888, où l'abbé Linguinou rencontre les différents acteurs romains de la cause, celui-ci lui conseille de limiter les écrits présentés aux seuls écrits autographes. Plus le nombre d'écrits sera grand, plus l'étude des théologiens sera long. Ces conseils conduisent donc l'abbé Linguinou à rédiger cet étonnant passage au chanoine Peyron, citation, « Il ne faut pas non plus, s'il y a moyen, parler des cartes, ni signaler leur existence, car on serait obligé alors de les examiner en détail et on n'en finirait jamais. Il serait à désirer qu'aucun témoin n'en fasse mention. Cela peut lui être insinué d'avance, pourvu qu'on ne leur demande pas formellement. On en dit un mot dans le mémoire, c'est vrai, il suffira de ne pas appuyer là-dessus et surtout de ne pas révéler que ces cartes existent encore. » Cette proposition déclenche aussitôt
des réponses catégoriques de Quimper. Les abbés, notamment Peyron et l'abbé Mingan, qui aident au début de la cause, pour lesquels il est absolument impossible de cacher les cartes. En effet, les manuscrits autographes de Michel de Noblesse en faisant mention et même le catalogue. L'abbé Mingan va jusqu'à écrire comme un cri du cœur « Il n'avait rien de plus précieux que ces cartes ». La copie des cartes par le chanoine Peyron débute alors pour que l'avocat de la cause puisse rapidement juger de visu et dire comment les présenter. Enfin, il ne faut pas oublier le travail de promotion de la dévotion aux serviteurs de Dieu. Et donc là, c'est par l'activité de l'abbé Créniou, dernier vice-postulateur, qu'on peut davantage l'observer. Sa démarche est de faire connaître Michel de Noblesse dans tout le diocèse pour favoriser donc les miracles par son intercession. Grâce à l'aide de l'abbé Kerbiriou, de nombreuses causeries en chair sont faites dans le diocèse sur la figure de Michel de Noblesse. Donc là, on est dans les années 50. Des notices rédigées par l'abbé Créniou sont envoyées aux paroisses pour être vendues et sont particulièrement proposées après les causeries de l'abbé Kerbiriou. Le travail principal de l'abbé Créniou consistera en tournée dans la plupart des écoles du diocèse entre 1953 et 1958. Donc il y faisait une causerie de 45 minutes où il présentait des tableaux d'Alexandre Causion que Georges Provost vous montrera tout à l'heure. S'y ajoutait le chant du cantique de Dom Michel, donc Memes Choiset Orvestris, dont les paroles donc, avaient été éditées en 1952 par l'abbé Créniou sur une feuille volante, on l'a vu. L'abbé Créniou jouait également un tour de rôle, plusieurs personnages en scène, et pour terminer, il proposait aux enfants de garder un petit souvenir ou d'offrir à leurs parents sur le contenu de leur tirelire la petite plaquette illustrée. 300 écoles de garçons et de filles ont ainsi été visitées et c'était aux enfants de se charger par la suite de se faire les prédicateurs bénévoles de la cause de Dom Michel en racontant les belles choses qu'ils avaient vues ou entendues. Donc à la suite des festivités du Conquet de mai 1952 en mémoire de Michel de Noblesse, et de l'exposition organisée à cette occasion, des expositions dans les écoles ont lieu entre 1953 et 1954. Donc ces expositions rassemblaient les souvenirs de Dom Michel, donc des déclarations, des objets, les cartes peintes. Donc je ne sais pas si toutes les cartes sortaient, mais là vous voyez déjà 4 cartes qui étaient exposées. Une douzaine de tableaux en couleur de Marguerite Chabet, les tableaux d'Alexandre Causion, des tableaux du Père Cariou et des éléments destinés à la vente, images, notices, plaquettes, voilà. Donc le plus grand succès est obtenu à Landéda, donc près de Landerneau, de Plouguerneau, paroisse près de Plouguerneau, en mars 1953 avec 100 entrées. Elles ont lieu dans une vingtaine de paroisses avant d'être arrêtées, puisque la fatigue et finalement le peu de retour de recettes ont raison de l'effort qu'exigeait le déplacement de l'ensemble de ces documents. Donc l'abbé Créniou, après ces expositions, finalement ne fait plus grand-chose et la cause commence à s'endormir. Donc en 1970, au moment du déplacement de la tombe, l'abbé Créniou va demander à Monseigneur Barbu, qui est évêque depuis 2 ans à Quimper, de relancer la cause, mais semble-t-il ne donne pas suite. Donc l'abbé Créniou, en 72, demande un nouveau vice-postulateur. Et finalement, Monseigneur Barbu lui demande de rendre les documents de vice-postulateur, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à l'évêché. Donc pour conclure, il est difficile de ne pas comparer les causes de Julien Maunoir et Michel de Noblesse, de par le lien qui existait entre les deux serviteurs de Dieu. Et les deux causes sont liées, elles se déroulent à la même époque, les vice-postulateurs échangent entre eux, les sources sont identiques. Donc la cause de Julien Maunoir s'étale davantage pour sa partie canonique commencée en 1875, et c'est seulement en 1949 qu'est proclamé le décret sur l'héroïcité des vertus du Tanmat. Mais cependant, le dossier des miracles est, semble-t-il, plus fourni ou plus solide, car en 1951, la béatification est proclamée. Donc la conclusion peut être laissée à l'abbé Créniou, qui termine ses cahiers par quelques remarques sur la difficulté de la cause à poursuivre. Je le cite. « J'ai été plus d'une fois surpris de constater, même dans les paroisses où il a vécu et travaillé, combien peu d'enfants, de jeunes et même d'adultes à connaître Dom Michel de Noblesse. Est-il même sûr que la majorité des prêtres ait lu sa vie ? À mon avis, il y a là une grave lacune. » Il continue. « Peut-on espérer qu'un jour l'Église l'admettra dans les rangs des bienheureux du ciel,
Oui, je le crois. Seulement, il faudrait aussi sans doute que les prêtres et les fidèles aident davantage la providence, comme les révérends pères jésuites ont besogné pour obtenir la béatification du père Maunoir. Et il ajoute un peu plus loin dans son journal, « Une jeune fille de l'école Saint-Jacques, donc à Guiclan, me fit un jour cette réflexion, Dom Michel est trop humble pour vouloir se faire béatifier. » Je vous remercie.